Culture et mouvement de pensée, le régime britannique, capsule numéro 3 qui va porter seulement sur l'ultramontanisme. Je ferai l'anticléricalisme dans une capsule subséquente. Alors on y va tout de suite sans plus attendre. L'ultramontanisme, ça date de 1840 à 1867. C'est tout de suite après les rébellions des Patriotes qui ont été un échec. Si on y va pour une définition, c'est la prédominance de l'Église catholique dans tous les domaines de la vie, mais surtout en politique. C'est l'influence de l'Église en politique qui va lui permettre de gagner autant de pouvoir ensuite dans toutes les autres facettes de la vie des citoyens du Bas-Canada, du Canada-Est. Ça apparaît après l'échec des rébellions des Patriotes, je l'ai dit tantôt, en 1838. C'est l'échec de la deuxième rébellion. 1839, le rapport de Durham qui dit qu'on doit unir les deux Canadas pour essayer de faire disparaître, dans le fond, les Canadiens en les assimilant. On va régler un problème. Et c'est là que l'Église va essayer de prendre plus de place. Parce que l'Église, elle a été fidèle aux autorités. Elle est restée fidèle aux autorités pendant les rébellions. Elle a essayé le plus qu'elle a pu de convaincre les gens de ne pas appuyer les rébellions des Patriotes. Et suite à la défaite, il y a un vide politique. Les Patriotes sont plus là. Le Parti canadien est à peu près décimé. Mais l'Église, elle, va dire, écoute, moi, j'ai été fidèle, moi, j'ai rien fait. Je pense que je peux continuer à aider le pouvoir et j'aimerais ça m'occuper de éducation et santé. Et c'est pas mal ça qui va arriver. L'Église va obtenir la mainmise du secteur de l'éducation à partir des années 1840, plus précisément en 1841, avec l'instauration de la loi sur l'instruction publique. Et c'est par cette loi-là que l'Église va pouvoir créer des nouvelles écoles qu'on appelle les collèges classiques. Il y a des communautés religieuses qui vont être, je dirais, importées de France, qui vont venir s'établir dans ce qui était le Bas-Canada ou le Canada-Est, et vont former les collèges classiques. Les collèges classiques, c'est tout simplement des écoles secondaires qui se chargent de préparer les étudiants à l'université. C'est le cégep préuniversitaire du temps. Et on a eu des exemples dans la région de la Nodière de collèges classiques. Il y a eu bien sûr le séminaire de Joliette qui a été fondé dans les années 1848 par les clercs de Saint-Viateur. Et les clercs de Saint-Viateur se sont aussi occupés de fonder le séminaire de l'Assomption, le collège de l'Assomption et le collège Champagneur à Rawdon. Donc, ces trois établissements-là, c'est des collèges classiques seulement pour notre petit coin ici, là. C'est le début des écoles confessionnelles, la loi de l'instruction publique. Donc, les écoles vont être divisées en deux catégories, les écoles catholiques et les écoles protestantes. Et ça, c'est bon du primaire jusqu'au secondaire, qui n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui, jusqu'au collégial et à l'universitaire. C'est sur tous les ordres d'enseignement qu'on va donner des cours axés sur la confession catholique ou protestante. L'association de l'Église et du politique. Et là, quand je dis de l'Église, c'est l'institution de l'Église et du politique, c'est tout ce qui touche la politique, n'a comme objectif que de préserver l'influence de l'Église sur l'éducation et les services sociaux. C'est ça le but qu'ils recherchent, garder leur emprise dans ces secteurs-là, parce que ces deux secteurs-là touchent à peu près toute la population d'un seul coup. L'Église va prendre en charge les services sociaux à partir de 1840 aussi, en même temps que les écoles, avec la création d'organismes de charité. Par exemple, la Saint-Vincent-de-Paul, c'est des laïcs, mais c'est chapeauté par l'Église là, qui ramasse des trucs pour les personnes pauvres, qui redistribue ça. La création d'orphelinats, d'hôpitaux que je dirais réguliers, où on prodigue des soins de santé, et des hôpitaux psychiatriques qu'on appelait de façon sympathique à l'époque des asiles. L'ultramontanisme persiste à reconnaître l'autorité du pape sur tout ce qui touche la vie. Donc, tout, c'est le pape qui décide de tout ça, qui est l'autorité suprême. En matière culturelle, l'Église est aussi convaincue qu'elle est la seule qui peut juger ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, il y a encore une espèce de censure qui va s'opérer, pareil comme il y avait dans le régime français quand il décidait quelle pièce de théâtre pouvait être jouée ou pas, quel divertissement était bon ou pas, mais ça se poursuit. Là, on est en continuité ici. Par exemple, qu'est-ce que l'Église va faire pour s'assurer que les gens sont dans le droit chemin? La création de l'œuvre des bons livres. C'est une bibliothèque publique, c'est une des premières, peut-être, bibliothèques publiques, mais la particularité, c'est que les livres que cette bibliothèque publique-là prête aux gens, ce ne sont que des livres qui ont été approuvés par l'Église. Fait qu'il y a du monde, il y a des auteurs que tu ne trouveras pas là. Ne va pas essayer d'aller louer un livre de Voltaire, une œuvre de Voltaire ou de Jean-Jacques Rousseau, les philosophes des Lumières, il n'y a pas ça là.
parce que ces deux personnages-là, ils étaient opposés à l'influence de l'Église. Ils voulaient la séparation de l'Église et de l'État. Fait que l'Église va pas aller passer ces livres-là pour que les gens aient ces idées-là soudainement après coup. C'est des livres qu'on oriente les gens vers les bonnes valeurs traditionnelles et un courant littéraire qui s'en vient par la suite, là, qui va être associé à ça aussi. L'Église catholique est le seul rempart efficace contre l'assimilation et la disparition des Canadiens. Hein, il n'y a pas personne d'autre, selon eux, qui peut empêcher cette disparition-là, cette assimilation-là par les Britanniques. Ils sont les protecteurs de la langue française et de la religion catholique, et ces deux caractéristiques-là, on le rappelle, c'est toujours à la base de l'identité canadienne. La menace que l'immigration britannique peut poser aux faits français, aux Canadiens dans la vallée du Saint-Laurent, c'est ce qui va mener à l'arrivée d'un nouveau sentiment nationaliste axé sur la survie de l'identité canadienne. On va appeler ça le nationalisme de la survivance. Ce nationalisme-là, il valorise les composantes de l'identité canadienne qui sont, pour votre bon plaisir en couleur ici, la langue française, la foi catholique, le mode de vie traditionnel basé sur l'agriculture, l'organisation familiale traditionnelle où le père représente l'autorité. Les bonnes vieilles familles comme dans le bon vieux temps. Les deux figures de proue, les deux personnages les plus importants de ce mouvement de pensée-là, qui est l'ultramontanisme, ça va être Monseigneur Ignace Bourget et Monseigneur Louis-François Richer Laflèche. C'est important de retenir les noms de famille. Hein? Les petits noms, on s'en fout un peu, là, c'est les noms de famille. L'ultramontanisme va être associé à un courant littéraire, donc des œuvres écrites, des romans qui vont appartenir à une optique de « nous, on valorise l'identité canadienne ». Donc, à partir de 1860, il y a un type qui s'appelle l'abbé Henri-Raymond Casgrain qui va avoir autour de lui un paquet d'auteurs qui vont écrire des romans qui vont avoir comme sujet l'identité canadienne, ou en tout cas qui vont glorifier les valeurs de l'identité canadienne. Donc, ça va être des romans qui vont se passer en campagne, sur une terre, une famille traditionnelle, du père, la mère, les enfants, puis là, des petites tribulations que ces gens-là vont vivre. L'ultramontanisme, jumelé à l'arrivée des nombreuses communautés religieuses après 1850, va être à l'origine d'un mouvement de ferveur religieuse, un renouveau du sentiment religieux dans la population. Et pourquoi il y a ce renouveau-là? Ben, c'est parce que les gens qui vivent, mettons, comme dans le fin fond du Rang-3 à Lanoraie, comme je dis toujours, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux autres de plus en plus? Des religieux. Ils sont partout. Tu vas à l'école, c'est des religieux. Tu vas te faire soigner à quelque part, c'est des religieux qui sont là. Tu as besoin de quelque chose. Ah, les religieux sont là pour t'aider. Fait qu'il y a tout ça autour d'autres. Ils sont vraiment encadrés par la religion. Fait qu'ils participent à des activités organisées par les religieux. Et c'est ça. Veut pas, ça fait que la croyance, peut-être, est exacerbée et la religion est plus pratiquée pendant les années 1840-1867 dans la colonie du Bas-Canada, Canada-Est. C'est ce qui met un terme à cette petite capsule. Merci beaucoup d'avoir regardé la capsule et n'oubliez pas, pour l'avoir sans que je vous envoie de courriel à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne.